Une démonstration de force à prendre en compte. C'est ce qu'on peut conclure après la sortie ce mercredi de milliers de Guinéens à l'appel de l'opposition politique et de son chef, Cellou Dalein Diallo. Cette sortie qui tenait lieu de tests, d'avertissements, selon Dalein Diallo, dont les griefs à l'encontre du président Alpha Condé sont nombreux. Incompétence à trouver des solutions aux maux des Guinéens malgré 7 ans déjà passés à la tête de l'État, non-application des accords signés avec l'opposition en octobre 2016. Les 10 accords prévoyaient entre autres l'audit du fichier électoral, la révision du code électoral, l'organisation des élections locales ou encore l'indemnisation des familles des victimes des violences politiques de ces dernières années. Sentant peut-être le danger venir, le professeur Alpha Condé a promulgué en fin de semaine écoulée le nouveau code électoral en sus. Il a enjoint à ses équipes de mettre en œuvre et de façon scrupuleuse ces accords. Cela permettra-t-il de baisser la tension? La question sera posée les prochains jours. En tout cas, nous édifierons. Autre dossier brûlant pour le président, l'accusation qui lui est faite de vouloir modifier la Constitution afin de briguer un 3e mandat. D'où vient cette rumeur? Quelle en est la pertinence? Crise de confiance ou stratégie en préparation dévoilée? Nous en parlerons aussi. Guinée, application des accords d'octobre 2016, la rue comme seule arme politique pour l'opposition. Débat du jour sur Angle de vue, votre tranche, où prend place l'actualité sur le continent. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue. On revient juste après ceci. Comme invité aujourd'hui, Lamine Cissé, bonjour. Bonjour, Johannes. Écrivain, vous êtes expert en communication politique. Face à vous, coach Patrick Armand-Pouillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach en politique de développement et gestion de crise des jours difficiles à venir pour le président guinéen. À quoi ce type de difficulté est dû en gouvernance de type démocratique, coach Pouillon? C'est dû à deux choses. D'abord, il a profité pendant longtemps du fait que l'opposition n'arrivait pas à mobiliser la population pour éterniser sa façon de gouverner, qui ne permet pas d'avoir le peuple, qui ne permet pas de satisfaire le peuple, qui ne permet pas de construire une nation apaisée. Mais aussi, la deuxième chose, c'est que l'opposition, ayant constaté qu'ils avaient des difficultés à mobiliser, a pris le temps de se réorganiser. Parce que vous vous rappelez que ça fait longtemps que l'opposition n'a pas marché. Ils ont pris le temps de se réorganiser. Ils ont pris le temps de laisser les Guinéens être déçus de beaucoup de choses. Et maintenant, ils ont réussi à mobiliser. Maintenant, il y a deux choses qu'il ne faut pas rater. Il faut que le président aussi sache jouer, mais il faut que l'opposition aussi ne fasse pas encore des erreurs pour perdre encore l'opinion publique dans ça. Donc, c'est la conséquence d'une mauvaise gestion de l'État et d'une bonne stratégie de l'opposition. Voilà. Lamine Cissé, est-ce que c'est un pari gagné pour Cellou Dalein Diallo, selon vous? Moi, je pense que Cellou Dalein Diallo, c'est un opposant sur qui j'ai beaucoup de respect. D'autant plus qu'il y a un moment donné de l'histoire récente, il pouvait mettre le pays en feu et à sang, puisqu'on ne peut pas avoir plus de 40% au premier tour d'une élection. Presque 50%, il était autour de 48-49. Au premier tour d'une élection, et puis on perd du temps à organiser le deuxième tour 4 mois après. Et puis on renverse la tendance, on dit que je suis président. 51. Et il a été modéré, il a dit qu'il a accepté pour ne pas compromettre les Guinéens, puisque le Guinéen a beaucoup souffert. Donc c'est pourquoi j'ai beaucoup de respect pour cet homme-là. Pour moi, c'est quelqu'un qui est préoccupé par la paix, n'est-ce pas, le développement de son pays. Sinon, sous d'autres cieux, et avec cette légitimité, il pouvait brandir pour dire que c'est de la mascarade. Et il sait que c'était de la mascarade, puisque c'est connu du monde entier que c'était de la mascarade. Ce n'est jamais vu dans l'histoire politique d'un pays. Mais comme nous sommes en processus, et la Guinée est un pays spécifique en Afrique de l'Ouest, ou en Afrique d'une manière générale, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Et moi, je ne pense pas qu'il peine à mobiliser, mais il est soucieux de la stabilité quand même de son pays. Voilà, coach Pouillon, il avait prévu une mobilisation historique. Il a annoncé environ 1 million de Guinéens dans les rues. Oui, je crois que c'est un pari gagné. C'est un pari gagné et
les services de renseignement n'ont pas trahi le chef de l'État qui, cette fois-ci au moins, a compris qu'il faut donner du lest. Or, mais Alpha Condé est habitué à donner un peu quand il est sous pression, après à reprendre ce qu'il a donné. C'est pourquoi j'appelle à beaucoup de vigilance et beaucoup de stratégie vis-à-vis de ce monsieur qui a vraiment montré que c'est très dangereux de remettre le pouvoir aux anciens, aux vieux politiciens opposants qui, dans l'opposition, ont accumulé les mêmes tares que ceux qui nous ont gouvernés depuis les indépendants, depuis longtemps, et qui, quand ils arrivent au pouvoir, on se rend compte que ça donne un résultat médiocre. Donc, je crois que, véritablement, Cellou Dalein Diallo est un homme politique vraiment qui mérite d'être encouragé par tous les pays et tous les démocrates africains, parce que, comme M. Labine l'a dit, il a eu vraiment la sagesse à un moment donné. Seulement que ceux qui l'ont encouragé à avoir cette sagesse ne l'ont pas soutenu au moment où plusieurs fois on a encore continué par voler son élection. Donc je crois que ce qui se passe en Guinée aujourd'hui mérite d'être suivi avec beaucoup d'attention, parce que il faut que l'opposition ne fasse plus d'erreurs et il faut que le président aussi ne fasse plus d'erreurs pour que le pays sorte par le haut. Voilà, alors les slogans sont identiques aux dernières sorties, ou presque, non au refus d'appliquer les dispositions de l'accord. La mise en œuvre de cet accord, qu'est-ce qui en bloque les leviers? Non, vous savez, là, je m'excuse beaucoup. Alpha Condé n'aspire pas confiance. Parce que l'homme, dans ses actions, dans le processus de démocratisation, il n'a pas montré qu'il est un démocrate. Et pourtant, il a mené un long combat pour la démocratie. Tout à fait. Mais une fois au pouvoir, nous nous sommes rendus compte, nous, qu'on dit souvent intellectuels, qui sont sur le terrain politique, nous avons été dessus. Vous savez, je fais des analyses pas émotionnelles, mais des analyses pragmatiques. D'autant plus que, moi, que vous voyez comme ça, je suis guinéen de par ma grand-mère. C'est-à-dire que il y a la ville sainte de Touba, Fouta Touba en Guinée. C'est mon arrière-grand-père qui est le fondateur de cette ville-là. Sidia Touré, c'est pas Sidia Touré, c'est Sidia Diaby. C'est mon oncle. Donc j'ai tellement de familles en Guinée, de Kindia, Kakandé, j'ai de la famille. Donc la politique guinéenne, vous savez, dans le processus, nous n'avons pas encore de stabilité. Et les gens ont fondé leur espoir sur Alpha Condé pour dire ce monsieur-là, un universitaire qui a fait, bon, il a été soutenu, même les Tiken Diafa Collé ont chanté. Et quand il a été mis en résidence surveillée, enfermé, les gens ont dit non, ce monsieur-là, il faut le libérer. Mais quand il est venu, le balbutiement, nous l'avons vu dans ses œuvres, il a restreint les libertés. Et cela nous a choqués fondamentalement. C'est pourquoi le fait qu'il aille souvent dans ses discours pour dire que les Français, ils n'ont qu'à nous laisser faire notre démocratie à l'africaine, ça n'a pas inspiré confiance non plus. Alors c'est cette situation-là qui fait que les gens ont dit, attention, ce monsieur-là, il a l'intention de réviser la Constitution, parce que les gens le disent. Il peut réviser la Constitution pour se représenter. Donc pour enlever tout état en vie, il faut que nous essayons de bander les muscles. Je crois que c'est ce qui se passe actuellement. Voilà, ce qui est sûr, l'opposition était sortie en masse pour manifester leur mécontentement par rapport à la gouvernance du président Alpha Condé. Nous allons suivre un extrait, si possible, quelques propos d'hommes politiques, notamment du chef de file de l'opposition politique, Cellou Dalein Diallo. Nous n'accepterons plus la fraude électorale. A volé deux mandats. En 2010, il a volé vos suffrages pour se faire proclamer président de la République. En 2015, il n'a pas organisé d'élection, il a fait une mascarade, ce qu'il a appelé un coup KO. En 2020, il faut qu'il parte. Le peuple de Guinée n'acceptera plus d'être volé. Par le sang, nos sieurs, nous sommes fin prêts à arrêter cette machine dictatoriale de Alpha Condé. Par le sang, par la sueur, nous sommes prêts à arrêter cette machine dictatoriale. Des propos extrêmement forts. Oui, effectivement, des propos extrêmement forts et qui expriment le ras-le-bol d'un homme
qui a accepté de jouer le jeu de la démocratie, qui a accepté de perdre pour la paix dans son pays, mais qui se rend compte que c'est pas la paix qu'on est en train d'offrir en retour. Et je crois que le président Alpha Condé a intérêt à écouter véritablement ses propos. Je crois que M. Lamy disait tout à l'heure, lorsque Alpha Condé parle de panafricanisme, aujourd'hui, il ne m'inspire plus confiance parce qu'il inspirait confiance avant d'arriver au pouvoir. Mais là, on se rend compte que c'est-à-dire c'est des gens qui sont intéressés par leur camp, par ceci et cela, parce que franchement, on ne comprend pas. On ne comprend pas que quelqu'un qui s'est battu. Je me rends compte aujourd'hui que quand les opposants nous disent qu'ils se battent pour la démocratie, c'est beaucoup plus qu'ils se battent pour venir au pouvoir. Parce que s'il vient au pouvoir, alors qu'il a fait le combat, soi-disant, de la démocratie, et il arrive, et il supprime les libertés, il supprime ceci, il supprime cela, il n'accorde rien. Moi, par exemple, plusieurs fois, les gens m'ont sollicité pour faire des séminaires en Guinée. J'ai dit non, ça ne sert à rien. Vous faites un séminaire, le dictateur détruit tout derrière vous, ça ne sert à rien. Les jeunes ont besoin d'emploi, on est en train de tout saccager. Donc vraiment, je crois qu'il a intérêt à écouter ces mots qui ne sont pas dits en l'air, mais qui expriment l'état d'esprit aujourd'hui des gens, surtout qui n'accordent rien. Il aurait même plus concédé quelques élections au moins municipales et autres aux autres pour qu'ils aient quand même quelques mairies et tout ça, mais il ne veut même pas organiser les élections locales. Donc vraiment, je crois qu'un peuple qui est affamé, des hommes politiques qui n'ont rien, sont d'office dangereux. Lamine Cissé, non à l'insécurité, non à la cherté de la vie, à l'insalubrité, non à la corruption. C'est souvent des mots qui reviennent, des propos qui reviennent un peu partout, en Afrique, au sud du Sahara, souvent. Qu'est-ce qui explique le fait que ces besoins soient partagés? On a quasiment toutes les oppositions africaines qui font état de ce genre. Oui, parce que la gouvernance, elle est... c'est une gouvernance, parce que vous savez, nous sommes allés à la démocratie par le haut. C'est les élites qui font la démocratie et qui se battent entre eux et qui partagent ce qui pouvait servir le peuple. Le peuple, tout le temps, n'a fait que travailler pour nourrir ceux qui sont en haut. Mais ce peuple, les hommes politiques ont montré à ces populations-là que c'est nous qui allons vous développer. Donc celui qui vient, il fait des discours de dire, bon, prenez-moi quand je vais vous développer. Et les réalités sont autres. On ne peut pas développer notre continent là sans qu'on ne suit pas. Il faut faire couler la sueur. Mais on fait comprendre aux gens que quand je viendrai au pouvoir, vous allez rester dans votre village et manger. Et en réalité, ce sont ceux qui sont dans les villages qu'il faut manger, ceux qui sont au sommet. Donc d'abord, il faut changer le discours politique. Il faut transformer le discours politique. Deuxièmement, ce peuple-là n'est pas au cœur de la gestion, parce que ce peuple-là ne comprend pas comment tu peux te réveiller et chercher à manger. Parce que la demande sociale devient de plus en plus forte. Et nous sommes, quand on analyse les facteurs exogènes, nous sommes exploités au plus profond de nous. La Guinée, par exemple. Mais la Guinée est un pays extrêmement riche. Pourquoi la Guinée est pauvre? Pourquoi les populations guinéennes sont pauvres? D'abord, il y a les facteurs endogènes, qui sont que, vous savez, depuis Sékou Touré, vous avez compris. Il a résisté aux Blancs, il a créé sa monnaie, ils l'ont combattu, c'était la dictature. Beaucoup de gens ont fui, le pays est resté en lambeaux. Maintenant, le processus de démocratisation vient de commencer avec Alpha Condé, parce que l'ancien Condé qui était là-bas, lui, il faisait ce qu'il voulait. D'ailleurs, il est sorti dans la CEDEAO, il s'en foutait, quoi. Pour lui, la Guinée doit être primitif. Il est dans le... Alors que Sékou Touré, à son temps, avait fait la chasse aux Peuls. C'est pourquoi je salue un peu ce monsieur d'Alain Diallo, qu'il faut maintenir. Parce que je pense que la stabilité de la Guinée viendra par ce monsieur-là. Ce monsieur-là n'a pas des comportements... il n'a pas les considérations ethniques dans son comportement. Il travaille à amener toutes les ethnies, à dire que la Guinée appartient aux Guinéens. Il n'y a pas de Peul, il n'y a pas... La raison est que son numéro 2 même, je crois qu'il est un malinqué dans son parti. Donc il travaille avec toutes les ethnies. Il voudrait que cette considération, c'est-à-dire que cet ancrage qui a été laissé par... cet héritage qui a été laissé par Sékou Touré, qui a fait la chasse aux Peuls à un moment donné, et que les Peuls se sont frustrés. Les Peuls n'ont jamais été... Ils sont plus nombreux, mais ils n'ont jamais participé à la gouvernance. Saline d'Alain Diallo, aujourd'hui, s'il appelle aux Peuls, venez au sacrifice, ils viendront au sacrifice, parce qu'ils s'identifient à travers lui. Mais c'est un leader charismatique qui est profondément panafricain et qui n'a pas les considérations ethniques. Quand on donne le pays à ce monsieur-là, je pense,
je suis convaincu qu'il va essayer de réconcilier les Guinéens et que le Peul, le Soussou, le Malinké comprennent qu'ils partagent ensemble la nation guinéenne. Il n'y a pas d'ethnie supérieure à une ethnie. Il n'y a pas de parti supérieur. C'est la nation, c'est la patrie où la mort nous vaincrons. Je crois que comme Thomas Sankara le dit. Donc, il faut que les politiciens comprennent aujourd'hui que la demande sociale, la jeunesse a besoin d'emploi. La demande sociale est forte. Il faut qu'ils essayent d'assainir la gouvernance. Il faut qu'ils essaient de communiquer de telle sorte que le villageois qui est dans son village puisse comprendre que, pourtant je fais un effort, mais au sommet, il y a ça qui se passe. Mais il y a une crise de confiance entre la base et le sommet. Voilà, 7 ans de gouvernance peint en noir, 7 ans pour rien, beaucoup de propos pour critiquer la gouvernance, mais bon, on a l'impression quand même que le président a dans le dessein de décrisper la tension politique. Ce qui est sûr, il a fait publier un communiqué signé de sa main où il a demandé à ses collaborateurs d'appliquer à la lettre ou de faire appliquer l'intégralité des accords. Non, vous savez, en politique, on connaît ça, pourvu que ça dure, et pourvu que ça rentre dans les faits. Et je sais quand même, il faut quand même saluer ça chez Alpha Condé, il connaît les lignes rouges. Et il sait au moins apaiser la tension pendant les lignes rouges, même s'il ne prolonge pas. Parce qu'il y a des chefs d'État africains que malgré les lignes rouges, sont prêts à faire va-t-en-guerre jusqu'à se retrouver chassés par la population. Je vous ai dit que, vous savez, en 2011, je disais sur la télévision nationale du Burkina, que c'est 20% de Burkinabés qui votent. Et que Blaise Compaoré a toujours 82% des 20%. Et que le jour où les 80% vont sortir dans la rue, tous les hommes politiques vont être chassés. Et c'est plutôt 4 ans après que c'est arrivé. Je voudrais dire à tous les politiciens d'Afrique, en commençant par Alpha Condé, au-delà des Cellou Dalein Diallo, au-delà des Sadia Touré, au-delà de tout ça, il n'a qu'à savoir qu'il y a toujours un moment où le peuple dit assez, c'est assez. Et ce moment-là, il faut tout faire pour que ça n'arrive pas. Parce que quand ça arrive, d'abord, eux, ils sont balayés, ils se retrouvent après sans domicile fixe, ils se retrouvent à chercher d'autres nationalités, je ne leur souhaite pas ça. Mais en dehors de ça, ça met le pays en difficulté. Parce qu'il faut reconstruire les institutions après. Il faut reconstruire ceci après. Donc je voudrais vraiment demander au professeur Alpha Condé que l'espoir qu'il a toujours suscité, qu'il puisse, au moins à la fin de son mandat, il puisse montrer qu'il est capable de gagner la sagesse. Qu'il ne fasse pas comme Ouad, qui est sorti par la porte ridicule. Qu'il fasse en sorte de partir pendant qu'il a encore plus ou moins de légitimité. Mais s'il fait l'erreur de continuer ces petits jeux de, bon, un pas devant, 2 pas derrière, et de continuer encore en tentant de réviser une constitution, je crois que véritablement, il aurait fait quelque chose que l'histoire retiendra en négatif contre lui. Alors, selon les ministres, le président Condé ne souhaiterait pas que la confiance née des accords soit rompue. Oui, je suis d'accord, mais il faut mon co-débatteur a attaqué Ouad, c'est pas sur ce plateau-là. Il faut pas. C'est-à-dire qu'il faut pas dévaluer des hommes, des combattants qui ont amené le processus de démocratisation à leur terme. Ouad est sorti par la très grande porte parce qu'il a été remplacé par celui que lui-même il a formé. Mais c'est extraordinaire. J'ai dit, c'est pas le débat, mais Ouad, c'est Ouad qui continue, c'est sa formation. Macky Sall, c'est un pur produit de Ouad. Donc il n'est pas sorti par la petite porte, il n'est pas sorti par la grande porte, parce que si les règles de système démocratique n'étaient pas au Sénégal, il n'y aura pas de l'alternance. L'alternance est faite, il faut saluer cela. Lamine Cissé. Voilà, maintenant, je voudrais tout simplement, votre question. Oui, je demandais pourquoi alors le président qui, selon la communication gouvernementale, ne veut pas que la confiance née de la signature de ces accords-là soit rompue, pourquoi n'avoir pas cherché à mettre en application ces accords-là, parce que on avait dit dans les accords qu'en tout début d'année 2017, les élections locales auraient lieu en Guinée. On n'a rien vu venir, on n'a rien vu concrètement, et ce n'est qu'après ça que Cellou Dalein Diallo a mobilisé la population pour aller crier sur Albola dont on vient de voir. Il y a une crise de confiance, c'est vrai. Alpha Condé n'a jamais respecté les accords. Depuis qu'il est... Les accords, il les applique, il essaie de les appliquer sous la pression. Et je crois que ça, c'est la pression ultime, parce que là,
sur le plan de la Constitution, il doit comprendre qu'il ne peut plus se représenter. Ça, il faut le lui faire comprendre cela d'une manière très forte. Et c'est ce qui a été fait. Parce qu'il faut des mesures très fortes pour comprendre à ces chefs d'État que le peuple n'est pas... Vous êtes en déphasage avec le peuple. Je crois que la stratégie que c'est un message très fort. Ils ont été conciliants, oui, etc., mais ils n'appliquent rien. Et il va ailleurs sur les terrains internationaux, pour dire oui, il faut nous essayer de nous conduire notre démocratie, ça n'inspire pas confiance. Votre démocratie, c'est quoi? C'est le respect de la Constitution et la limitation des mandats. Il faut permettre au peuple de s'exprimer. 2 mandats, partez. Maintenant, je crois que c'est extrêmement important. Et maintenant qu'il vient de comprendre que vraiment, il ne faut pas casser ce pays-là. Parce qu'il a travaillé. On ne peut pas faire 7 ans au pouvoir et dire que quelqu'un n'a pas fait quelque chose. Mais ces acquis-là, il faut les préserver et continuer le travail. Et je pense qu'il a compris qu'il n'est pas aussi dans un îlot. Il est dans un processus d'intégration sous-régionale. Et ensuite, il y a une dynamique continentale qui est en marche. Il ne peut pas se mettre en marche de cette dynamique-là. Si tant est que ce qu'il prône, le panafricanisme, l'africain, etc., s'il est mu par l'intérêt du peuple, il doit se conformer et aller vers l'application des accords. On a vu, Lamine Cissé en a parlé brièvement, le président Condé est très engagé à sauver les autres pays du chaos. Il est allé chercher son ami Yaya Jammeh dernièrement. Il est parti dans son avion pour l'exil. On l'a vu aussi se proposer pour régler la crise du Golfe. Il a dit, mais bon, à l'analyse, on a l'impression qu'il y a des problèmes propre à son pays à régler aussi. On connaît ça avec Yadema, on connaît ça avec beaucoup de chefs d'État, c'est-à-dire qu'on s'occupe des autres pour qu'on ne regarde pas ce qui se passe chez nous. Mais je voudrais dire au professeur Alpha Condé que je souhaite vivement pour lui qu'on ne vienne pas le chercher aussi dans un avion. Je souhaite vivement pour lui que vraiment il puisse, comme M. Lamine l'a dit, respecter cette limitation de mandat, parce que ce qui s'est passé là, ils ne sont pas sortis pour... comment on appelle, les accords pour manger et tout ça, ils sont sortis véritablement pour dire niet à la révision de la Constitution. C'est un message anticipé par rapport à autre chose qui se prépare. Et je crois qu'il a compris seulement que ces dictateurs, ils comprennent sous la pression, et quand vous baissez la pression, ils sont prêts à ramener encore la même chose. Donc la pression doit rester constante jusqu'au bout. Le président, peut-on traiter le président Condé de dictateur, Lamine Cissé? Le mot est fort, enfin, je trouve. Non, bon, vous savez, c'est comme ça, il faut que le peuple exprime son ras-le-bol. Vous savez, vaut mieux de prendre les machettes, les gourdins et les coupe-coupe que d'aller dans la rue. Je préfère cette violence verbale et que ça s'arrête à ce niveau-là. Parce que déjà, toute agression, tout confrontement commence par la violence verbale. Et je crois que le message est très fort. C'est pour dire à Alpha Condé, nous sommes prêts à nous sacrifier. C'est extrêmement important. Quelqu'un qui s'arrête, un jeune qui dit « je suis prêt à mourir pour mon pays », mais cela ne se fera pas. Je crois que ça peut avoir des effets d'entraînement. Il a mesuré l'ampleur. C'est pourquoi il a fait du recul. Moi, je salue cela. Je salue cela parce que nous avons besoin des sages africains qui amènent les populations africaines vers la paix. Il n'y a pas de démocratie sans la paix. Il n'y a pas de développement sans la paix. Donc le fondement de tous ces processus-là, c'est d'abord la paix. Je crois qu'Alpha Condé, étant un grand professeur, n'est-ce pas, un sage de l'Afrique, il doit comprendre et aller vers le processus de démocratisation. De toutes les façons, nous comptons sur lui pour aller... Voilà. Est-ce que ce n'est peut-être pas le manque de fonds qui a fait que les élections n'ont pas pu se tenir? Non, on est président de l'Union africaine, on a dépensé assez d'argent et on n'a pas l'argent pour les élections. Non, on ne peut pas entendre ça. Non, je crois que, et même les élections locales sont les élections les plus financées dans le monde. Il y a des institutions qui sont prêtes à financer les élections locales. Non, je crois que fondamentalement, le président Alpha Condé comprend ce que nous sommes en train de dire sur ce plateau et comprend ce que le peuple a dit. Il comprend mieux que quiconque. Il sait ce qui s'est passé et je sais que l'opposition gardera la même pression pour que, comme il n'entend que le message de la pression, il puisse entendre le message, organiser les élections locales, faire en sorte que la Constitution soit respectée en l'État. Et je crois que si la pression reste comme ça, le policier Alpha Condé n'est pas suicidaire, il saura raison garder, il saura là où il faut s'arrêter. Alors, aujourd'hui, on parle de révision du code
électoral, de l'audit du fichier électoral, c'est souvent des soucis qui sont récurrents, qui reviennent toujours en Afrique. On en a parlé, on en parle actuellement au Sénégal où la distribution notamment de cartes CEDEAO a posé problème pour ces élections-là. Pourquoi ce souci qui revient toujours aussi code électoral, révision, audit du fichier électoral? Vous savez, au Sénégal, depuis 1990, sous le président Wade, nous avons eu un code électoral consensuel. Parce que dans la négociation, dans l'élaboration de ce code, il y avait... toute l'opposition était intégrée et ça a été un code électoral consensuel. Et c'est ce qui a permis des élections apaisées qui ont amené au président Wade de gagner le président Abdou Diouf en 2000 et qu'après cet échec, vous savez, un pouvoir qui a fait 40 ans, après cet échec, il n'y avait pas de chasse aux sorcières. Parce que nous savons que c'est dans la transparence que ça s'est fait. Vous savez, quand le fichier n'est pas audité, c'est que ça laisse suspect le processus électoral. Quand dans la distribution des cartes, n'est-ce pas, l'opposition n'est pas inclue, ça crée des problèmes. C'est ce que nous sommes en train de gérer au Sénégal parce que l'État a fait tout seul. L'opposition a crié, associez-nous, nous ne voulons pas, nous voulons rien. Et aujourd'hui, si Alpha Condé veut avoir des élections transparentes, claires et apaisées, il devait mettre dans le processus d'audition du fichier, non seulement les organisations internationales, qui d'habitude c'est eux qui financent, mais que l'opposition soit assez représentative et ait les yeux avec des techniciens pour contrôler, pour dire oui, vraiment, le fichier est bon. Dans la distribution des cartes, dans la méthodologie de faire les cartes, de les distribuer, que l'opposition soit présente pour dire oui, c'est bien. Là, on va aux élections, les résultats seront incontestables. Voilà. Mais si l'instrument qui permet la fiabilité de l'élection n'est géré que par le politique, c'est-à-dire que le politique d'une façon unilatérale, par l'État, par le gouvernement, franchement, ça n'inspire pas confiance. Et nous avons vu sur d'autres cieux ce que ça provoque comme problème. Voilà. Coach Patrick. Je voudrais appuyer simplement l'aspect que, en dehors des institutions internationales, M. Lamine l'a dit, il faut aussi, comme il l'a dit, il faut aussi l'opposition. Parce que les institutions internationales, il faut faire très attention. Vous avez vu les élections au Gabon où l'Union européenne est devenue directeur de campagne d'un candidat et il se bat pour le candidat. Donc, il faut faire très attention dans ces affaires d'institutions internationales. Il faut que l'opposition soit représentée pour dire aussi son mot. Parce que les institutions internationales, c'est des êtres humains avec leurs relations, avec leurs affinités et tout ça. Donc, je crois que, je ne dis pas que les élections au Gabon sont propres, je n'en sais rien, mais ce que je dis simplement, c'est que ce n'est pas normal qu'une institution internationale devienne directeur de campagne d'un candidat et passe tous les jours à défendre la position d'un candidat au détriment de la paix dans le pays, le Gabon. Donc, il faut qu'on fasse très attention à ces affaires d'institutions internationales. Il faut simplement que l'opposition soit représentée, les institutions internationales, oui, mais que l'opposition soit représentée aussi par des experts et que l'opposition aussi ne vienne pas dans cette commission pour faire des blocages, mais qu'elle vienne aussi pour construire quelque chose de solide, quelque chose qui peut... Parce que souvent, ce que les gens oublient, c'est que quand vous construisez au profit de l'opposition et après vous passez au pouvoir, ça va arranger l'autre opposition. Donc il faut que tout le monde ait à l'esprit les intérêts du pays. Et qu'on fasse en sorte que le code électoral puisse permettre une représentation des forces politiques dans les élections. Parce que si on met un code électoral en place qui permet de faire des élections où un camp have tout, l'autre camp va prendre la rue parce qu'il n'a pas d'espace pour exprimer ce qu'il a à dire. Donc, par rapport au Sénégal, je dis, c'est vrai, Macky Sall sort gagnant des élections, mais comme les émissaires de l'Union africaine ont dit, cette situation-là, du Sénégal-là, ne rassure pas par rapport aux prochaines élections. Et donc, le président Macky Sall n'a qu'à faire en sorte que d'ici les élections présidentielles, on puisse faire les dialogues nécessaires, les négociations nécessaires, les arrangements nécessaires pour que le Sénégal retrouve sa stabilité d'antan sur le plan et démocratique sur le plan des élections. Voilà, c'est assez clair. Alors, pourquoi y a-t-il aujourd'hui autant de difficultés à assurer le minimum social commun pour les citoyens dans un pays comme la Guinée, qui est un pays riche de son sous-sol? On parle de bauxite en quantité, on parle d'or, on parle de diamants, on parle de minerais de fer. Oui, vous savez, la Guinée, tout est à construire, hein.
La Guinée a été mise en quarantaine pendant très longtemps avec le régime Sékou Touré, vous comprenez? Oui, mais ça fait près de 10 ans déjà, sinon 7 ans d'exercice du pouvoir démocratique. C'est-à-dire que la Guinée pouvait... Le régime Sékou Touré, à cette époque, la matière première avait une valeur. Et l'investissement en termes d'infrastructures ne coûtait pas cher comme ça coûte cher maintenant. Tout est cher maintenant. Et la demande sociale est très forte, la population a augmenté. Donc il y a des priorités sur le plan sanitaire, sur le plan... Donc aujourd'hui, avec cette ouverture démocratique, ce qui était possible, les fonds qui étaient possibles pour exploiter ces minerais-là, ces fonds-là sont multipliés par 1000 aujourd'hui. En plus de cela, la demande sociale, en plus la démographie a galopé, donc ça pose un problème. C'est pourquoi l'instabilité même du régime, c'est maintenant que nous parlons sous Alpha Condé, que nous pensons que le pays va être plus ou moins stable. Mais il faut que le pays se stabilise totalement pour que maintenant, dans cette stabilisation, que la confiance soit renée. Parce qu'il faut qu'il y ait cette confiance-là. Mais maintenant, non, l'exploitation de nos minerais aujourd'hui, les contrats, on a vu au Sénégal, sur le terrain sénégalais, c'est un débat. Nos gaz et le pétrole, on a dit que c'est en train d'être bradé. Mais en Guinée, quels sont les accords, les contrats miniers qui permettent, est-ce que ces contrats permettent vraiment aux populations de jouir du bien? Je crois que c'est tout ça là qu'il faut voir. Quoi. Voilà. Ce qui est sûr concernant... Oui, coach. Non, à ce niveau, je vous ai dit que la confiance n'est pas née. Et donc, si la confiance n'est pas née, les investisseurs n'y vont pas. Et je vais vous donner un exemple très simple. J'ai suivi un documentaire où des investisseurs sont venus en Guinée. Le président Alpha Condé les a reçus. Ils ont commencé leur exposé. 10 minutes après, il dit c'est bon, ça ne m'intéresse pas. Au revoir. Et ça a été passé sur tous les médias à l'international. Vous imaginez des gens qui travaillent, qui font des plans, qui font des projections, qui veulent financer, investir leur argent, qui viennent, même si vous ne voulez pas, il y a quand même de la courtoisie, il faut les écouter et tout ça. 10 minutes et il dit c'est bon, ça ne m'intéresse pas, merci. Les gens disaient mais on n'a pas compris, il dit non, c'est bon, ça ne m'intéresse plus. Et on a passé ça sur les chaînes internationales. Donc, on a sorti de Dadis Camara, mais on a un semblant poli, intellectuel, civilisé de Dadis Camara. Donc, dans ces conditions, les investisseurs n'arrivent pas. Vous pouvez avoir tous les minéraux dans votre sol, mais si celui qui signe un contrat aujourd'hui a peur que dès qu'il y a alternance, on va remettre tout en cause, il ne peut pas investir sur 3 ans, il ne peut pas investir sur 2 ans. Donc, il faut de l'argent pour développer ce qu'il y a là. Et personne n'a mené son argent dans un pays où on crée que tous les contrats signés aujourd'hui soient remis en cause dès qu'il y aura alternance. Alors, concernant les locales, on sait que la destitution du président de la CENI qui a été destitué, Bakary Fofana, le 6 juillet dernier, par 19 commissaires sur les 23 composant la CENI, il a refusé jusqu'à maintenant de céder la place au nouvel élu. Il y a ce problème-là déjà au niveau de la commission chargée de diriger les élections, Lamine Cissé. Le président, lui, promulgue le nouveau code électoral qui est retoqué aussi par la Cour constitutionnelle. Est-ce que tout ceci participe de la possibilité prochaine d'élections? C'est pourquoi très tôt, Dalin a pris la mesure du danger qui court. C'est pourquoi il commence déjà à faire la pression. À 3 ans des élections, il est bon aujourd'hui de stabiliser le pays pour avoir la confiance pour les élections prochaines. Vous savez, déjà, la Guinée, ça se comprend. Hein. C'est un processus très jeune dans la démocratisation. Mais je souhaiterais vraiment que quand il y a les lois qui sont bien établies, quand la loi te frappe, il faut accepter et partir. Et ce n'est pas tout le monde qui est un démocrate. OK? Je pense que le consensus autour de cela permettra, n'est-ce pas, peut-être à ce monsieur de la CENI qu'on a dit de partir. OK? S'il ne répond pas aux aspirations, il partira. Mais ça dépend de la volonté politique du président de la République, qui est à la fin de son dernier mandat. Il doit comprendre que l'opposition a fait de la concession jusque-là, et cette concession-là a abouti à stabiliser le pays jusque-là, et que lui, il a bénéficié de ce produit-là. Il a fait 2 mandats, c'est lui qui doit stabiliser le pays et avoir de la volonté politique d'amener son pays vers un processus apaisé. Voilà.
Alors, coach Pouillon, on parle de réexamen du fichier électoral, mais on a l'impression que même cette promulgation que le président a décidée a été retoquée par la Cour constitutionnelle qui, dans un arrêt, a déclaré qu'elle avait relevé l'inconstitutionnalité de plusieurs dispositions de ce nouveau code électoral, tout en estimant celle-ci détachable de l'ensemble. Donc on a l'impression que ce n'est pas forcément pour demain, puisque actuellement il y a la vacance parlementaire. Donc on ne peut pas statuer à l'Assemblée pour traiter de ce code-là, sauf si on convoque une session extraordinaire. Monsieur Lamine a dit tout dit. Il faut la volonté politique. Je crois que le président Alpha Condé continue de se moquer en gris de son peuple en donnant d'une main et en faisant retoquer de l'autre. Aucun président de commission électorale dans un pays africain ne peut s'opposer à la volonté du pouvoir d'État. Ça veut dire que si le monsieur fait de la résistance, il a un soutien au niveau du pouvoir d'État. Il ne peut pas faire de la résistance contre l'État. Donc à partir de cet instant, je crois que le président sème lui-même les gemmes pour ne pas organiser les élections et prendre ça comme alibi pour le faire. Mais si le président Alpha Condé décide qu'il y aura les élections locales, il y aura les élections locales. Donc, il faut vraiment oublier ces petits problèmes et dire que la balle est dans le camp du chef de l'État qui est capable d'organiser les élections locales, qui est capable de faire en sorte que le fichier électoral soit audité et tout. Il est capable de régler les problèmes, qu'il les règle pour sa paix, pour la paix de la Guinée, pour la paix de l'Afrique. Voilà, alors aujourd'hui, il y a l'autre dossier que nous allons ouvrir, c'est le dossier concernant le troisième mandat supposé de cette accusation qui est faite au président de la République, le docteur Fodé Ousou-Fofana. Il est le président du groupe parlementaire des libéraux-démocrates à l'Assemblée. Il a révélé que des gens sont en train de travailler sur une nouvelle constitution. Il dit, je cite, il nous a été rapporté qu'il y a des gens qui sont en train de travailler pour une nouvelle constitution. Oui, c'est vrai. S'il le dit, moi je dirais tout simplement qu'il a raison. Parce que moi-même, de loin, quand j'analyse le président Alpha Condé et ses déclarations, je me dis, mais ce monsieur-là, il n'est pas prêt à partir. Je le dis. Parce que s'il veut spécifier la démocratie africaine en lien au processus de démocratisation, c'est pas bien. Il faut lier le processus de démocratisation aux spécificités socio-culturelles africaines. Là, c'est bien. Vous faites allusion à ses propos, notamment à Paris, où il disait « nous devons couper le cordon ombilical ». Il a dit devant François Hollande. Non, couper le cordon ombilical, il faut couper maintenant. Il faut pas permettre aux Français de nous exploiter. La France-Afrique, il faut arrêter. Je suis d'accord. Mais quand couper le cordon ombilical, c'est de laisser à un chef d'État de s'éterniser au pouvoir, je dis non. Je ne suis pas d'accord pour ça. C'est pourquoi j'ai dit, dans le processus de démocratisation, 2 mandats, c'est consensuel. Nous sommes d'accord là-dessus. Mais maintenant, le processus de démocratisation, il faut le spécifier, et que ce soit un processus de démocratisation africaine qui nourrit les peuples africains, pas qui nourrit les élites et les colonisateurs. Si c'est là couper le cordon ombilical, je suis d'accord avec lui. Mais je me réjouis aussi du fait que la Cour constitutionnelle commence à prononcer l'inconstitutionnalité de l'acte que le président de la République pose. Déjà, ça veut dire que les institutions sont en train de jouer le rôle, c'est déjà à saluer. Parce que nous, par ailleurs, au Sénégal, on n'a jamais vu. Quand le président dit à gauche, c'est à gauche, à droite, c'est à droite. Au Bénin, on l'a vu, je salue cela au Bénin. La Cour constitutionnelle dit arrêtez, les gens s'arrêtent. C'est ça, déjà, il faut saluer cela. C'est extraordinaire. Voilà. Coach Pouillon, aujourd'hui, on accuse le président de vouloir un 3e mandat. Le vice-président de l'UFDG, le parti de Cellou Dalein Diallo, dit si M. Alpha Condé veut la paix, la cohésion, l'entente pour le pays, il n'a qu'à faire une déclaration solennelle pour dire qu'il ne va pas briguer un 3e mandat. Il ne fera pas, je ne le conseille pas. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Allez-y. Le président Ouad a eu un 2e mandat très compliqué. Parce que dès le début, il a annoncé qu'il ne sera pas candidat à une autre élection. Lorsque tu annonces ça, tes lieutenants commencent une guerre de succession tout de suite. Le président fait semblant, dans tous les pays du monde, à vouloir toujours être candidat. Ça fait qu'il y a une discipline autour de lui. S'il dit aujourd'hui qu'il n'est plus candidat, ce n'est pas seulement dans l'opposition qu'il aura un problème. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, il a suffi qu'on sente que Ouattara n'aura pas un 3e mandat pour que la guerre de succession commence. Donc c'est pour dire que je pense qu'il n'a pas intérêt à parler, c'est-à-dire à s'engager pour ça. Mais dans les faits, il peut commencer par poser des actes
qui rassure les autres, mais pas de faire une déclaration vis-à-vis de son camp pour dire qu'il est hors course. Vous allez voir que tout de suite, la pagaille va commencer autour de lui. Donc je pense qu'il ne doit pas faire cette déclaration solennelle, mais il faut qu'il donne des gages. Mais aujourd'hui, Coach Poyon, on a l'impression que ces gages-là que vous demandez, ce n'est pas ce qui vient de la part du président et de son camp, puisque l'opposition parle de doutes dans la tête des gens, de comportements, de discours, de mouvements, de soutien qu'il est en train de créer partout. Et que cela va sans dire qu'il a donc l'intention, et que c'est clair, de faire un troisième mandat. Oui, c'est pourquoi il dit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il pose des actes qui portent à croire qu'il veut réviser la Constitution, mais dans le même temps, qu'il ne dise pas qu'il ne sera pas candidat. Donc, effectivement, le président Alpha Condé, comme M. Lamine l'a dit, quand on le suit, quand on suit sa logique, on sait là où il va. Mais c'est pour dire que autant je lui déconseille de tenter un troisième mandat, autant je lui déconseille de dire clairement qu'il ne sera pas candidat aux prochaines élections. Non, mais non, Coach Pognon, je le comprends. Ce qu'il a dit, je suis d'accord avec lui, parce que déjà, créer de la démotivation autour, ça ralentit un peu son mandat. Ce qui reste dans son mandat, il ne peut pas aller aux objectifs à atteindre. Là, l'objectif principal, c'est de réussir, n'est-ce pas, à mettre en œuvre son programme de développement. Oui, c'est vrai. Mais à aller jusqu'à permettre au mouvement de soutien de s'organiser pour dire il faut réviser la Constitution, ça c'est aller très loin. C'est pourquoi je salue la position de Dalein Diallo qui s'est levé automatiquement pour dire il faut couper court à tout cela. Parce que vous savez, le pouvoir, je ne sais pas, nos chefs d'État, quand ils viennent au pouvoir, il y a quelque chose là-dedans que moi j'aimerais découvrir. Peut-être je vais découvrir ça avec vous. Pour savoir pourquoi les gens changent comme ça quand ils sont au pouvoir. C'est extraordinaire. Alors donc, je suis d'accord que le parlementaire là, des libéraux tire sur la sonnette d'alarme. Parce que c'est extrêmement important. Il faut couper l'herbe sous le pied Parce que ce pouvoir-là, si on ne coupe pas l'herbe là, vous pensez que vous êtes le meilleur Guinéen, quoi. Il va penser qu'il est le meilleur Guinéen des Guinéens. Alors que il a des semblables en Guinée et d'autres qui sont encore meilleurs que lui en Guinée. Voilà, je crois que c'est ça, quoi. Je suis d'accord avec Pognon, vraiment. Pour ces analyses-là, c'est pertinent, parce que Kérékou, à un moment donné, a laissé les gens organiser, mais ça crée des problèmes. C'est en France qu'il est allé déclarer qu'il n'a pas dit qu'il est candidat. Parce que, vous savez, le président Kérékou, c'est un grand homme. Quand il voit que le peuple n'est pas d'accord, lui, il dit, je n'ai pas dit, hein. C'est vous qui avez dit, c'est pas moi. Voilà, aujourd'hui, on a l'impression que le pouvoir durcit aussi un peu le temps, parce que la société civile se mobilise contre, par exemple, l'éventualité du troisième mandat là. Il y a notamment le Rogueman Eli Kamano qui a été détenu, qui a été relaxé après, mais la société civile s'organise aussi concrètement sur le terrain et appelle à des marches et des manifestations quasi quotidiennes pour appeler à la fin de ce plan de troisième mandat. Oui, vous allez constater qu'après cette marche historique, on n'arrêtera pas dans les jours à suivre, dans les semaines à suivre la société civile pour ça. C'est-à-dire qu'il pensait couper court au mouvement. Mais il a compris que le mouvement allait trop loin, il va se raviser. Maintenant, il faut garder le cap. Il faut garder le sérieux, il faut garder les concertations, il faut faire en sorte qu'on reste unis, qu'on reste mobilisés. Et le président Alpha Condé va céder. Il n'est pas suicidaire, c'est une chance pour son pays. Il n'est pas suicidaire parce que dans d'autres pays, nous avons des présidents suicidaires qui sont prêts à foncer dans le mur. Et donc, il n'est pas de ce genre. Donc, on peut espérer que quand les autres vont continuer par montrer les muscles, le président Alpha Condé va céder. Je voudrais aussi dire quelque chose par rapport à ce que M. Lamine a dit. C'est que nos dirigeants, ce n'est pas qu'ils changent. Le problème, c'est que quand ils deviennent présidents, ils sont entourés de certaines personnes qui ne leur disent pas la vérité et qui les éloignent de la vérité. Je vous donne par exemple des cas de plusieurs pays où il y a des fiches qui ont été envoyées au président, mais il ne voit pas.
on fait tout pour lui dire que ce qu'on veut qu'il entende. On lui fait croire que tout va bien dans le pays et tout ça. Et c'est ça. Deuxième chose, parfois, le chef de l'État n'a même pas le pouvoir, nous ne le savons pas. Il y a peut-être quelqu'un dans le circuit qui est plus dangereux, qui le menace. Et nous, on pense toujours que c'est le président qui est en train de tout faire, alors que derrière lui, il y a quelqu'un qui le menace. Voilà. Coach Patrick Amampouyon, merci. Ce sera déjà tout pour ce débat. Lamine Cissé, merci d'avoir été sur ce plateau. Patrick Amampouyon, coach en politique de développement et gestion de crise. Lamine Cissé, écrivain, expert en communication politique. Guinée, application des accords d'octobre 2016. La rue comme seule arme politique pour l'opposition. Voilà, c'était le débat sur ce plateau. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur SICA. Oui.